Merci. Merci pour ce rappel, Jacques. Donc, je suis Patricia Sidat, je travaille à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au sein du service réseau énergie renouvelable et en particulier sur la thématique du photovoltaïque. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous les résultats d'une étude qu'on a menée de septembre 2014 à septembre dernier, l'étude sur la filière française du photovoltaïque, en essayant de dresser un bilan, réfléchir aux perspectives et aux stratégies de soutien pour la filière. Donc le cahier des charges a été rédigé par l'ADEME et la DGEC, qui est la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est une direction qui appartient au MEDE, qui est un de nos ministères de tutelle, le ministère de l'écologie, du développement durable, de l'énergie, du développement durable et de l'écologie, pardon. Et donc cette étude, elle a été pilotée par l'ADEME et en interaction constante avec la DGEC, qui est chargée, entre autres, qui décide entre autres des mécanismes de soutien à la filière photovoltaïque. Donc c'est une étude qui a été clé sur ce début d'année 2015, où on a eu des travaux sur la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, dans le domaine du photovoltaïque et puis pour les autres énergies renouvelables. Donc c'est une étude qui a déjà été largement valorisée avant l'été. Et donc je vais vous présenter les résultats, vraiment la substantifique moelle, parce que c'est une étude assez vaste. Donc les objectifs, on a bien sûr conclu, on est entré dans une procédure de marché public qui est assez stricte et on a sélectionné un groupement de bureaux de consultants. Donc en bas les logos, c'est donc ICAR, E-Cube et Inuméri, qui ont eu pour mission de répondre au cahier des charges ADEME. Et les objectifs, c'était au milieu donc, de dresser l'état des lieux de la filière à fin 2014. Donc on a vraiment travaillé sur l'année 2014 pour les coûts, vous le verrez. On a regardé ce qui va se passer d'ici 2025. On a défini donc une perspective cible pour la filière photovoltaïque. Et en fin de mission, il fallait proposer des recommandations de soutien à la filière. Donc là-dessus, ils se sont appuyés, on leur a demandé de s'appuyer sur 4 piliers, on va dire. Donc bien sûr, la littérature et les données disponibles. Mais surtout, on a voulu ancrer l'étude sur des données terrain, avec une enquête papier qui a été envoyée à 1000 installateurs et également un certain nombre d'industriels. Et puis des entretiens téléphoniques ou de visu avec des acteurs de la filière sur toute la chaîne de valeur. Là-dessus, on leur a demandé de modéliser plusieurs aspects. Les coûts, comme on va le voir, le coût de production de l'électricité photovoltaïque, donc le LCOE, les emplois, et l'impact des politiques de soutien proposées sur les comptes de l'État. Donc la présentation, elle va s'articuler autour de 5 thématiques. Donc on va faire un tour d'horizon international, national, rapide, mais enfin quand même assez détaillé. On reviendra sur ce qu'on attend en 2020-2021 avec la réglementation BEPOS. Un zoom sur l'état des lieux des dernières années de politique publique dans le domaine du photovoltaïque. Une partie qui intéressera peut-être la table ronde respect industriel. Et on ira peut-être un peu plus rapidement sur la dernière partie, dispositif de soutien. Donc, rapidement, ce qu'on constate, ici, donc, on a la capacité PV cumulée en gigawatts selon les zones géographiques, Europe, Amérique, Asie. Et on voit que entre 2014 et 2020, on voit que l'Europe, entre 2014 et 2020, je dirais que ce qui est plutôt impressionnant, c'est ici, on va dire. Et que, je dirais, le message clé à retenir, c'est que le marché, en tout cas, c'est ce qui ressort également des entretiens avec les industriels, c'est que vraiment le futur, les marchés futurs, ils sont
en Asie, avec des 40 gigawatts par an déployés principalement en Asie, et que l'Europe n'est plus identifiée vraiment comme le marché principal historique. Donc on est vraiment en ralentissement global sur l'Europe, et avec l'Amérique qui suit un petit peu le rythme de croissance de l'Europe. Donc, pour continuer un petit peu sur les aspects internationaux, la compétitivité du PV sans subvention, qui est déjà une réalité dans de nombreux pays. Quand on regarde le segment des centrales au sol, donc on voit qu'au Mexique, au Maroc, au Chili, on a déjà des centrales au sol qui sont compétitives sur le marché de gros, parce que ce sont des pays à fort ensoleillement. Et ensuite, sur la partie toiture, on a également des systèmes qui sont compétitifs. Alors surtout parce qu'on a aussi des prix d'électricité qui sont bien plus élevés. Donc par exemple en Allemagne, on n'a pas forcément un fort ensoleillement, mais on a surtout des prix d'électricité très élevés. Voilà, donc une compétitivité du PV sans subvention. Alors sans subvention entre guillemets, parce qu'ici on a quand même des mécanismes des réglementations qui sont favorables au PV. Donc certes, on n'a pas de subvention directe, mais on a quand même des mécanismes favorables. Donc là, je reviens sur la France. Enfin, j'arrive sur la France plutôt, et avec les coûts donc par segment de puissance, puisqu'on sait que les tarifs actuellement sont à peu près organisés selon ces segments-là. Donc on les a repris. Donc puissance en fonction du coût du système en hors taxe par watt crête. Et avec ici les deux lignes d'en haut qui font référence au système de petite puissance, pour lesquels ce qu'on appelle l'intégration au bâti est fortement soutenue. Pour ces trois lignes-là, c'est de l'ISB, donc l'intégration simplifiée au bâti. Et puis la dernière ligne en dessous, c'est puissance supérieure à 250 kW, et en fait c'est plutôt la centrale au sol à 10 mégas. Donc le message à retenir, donc, ce qui est en bleu à chaque fois, c'est le système standard, donc c'est du surimposé qu'on retrouve en Allemagne. Et puis à chaque fois, on a regardé les surcoûts, parce que c'était un des objectifs de l'étude, de regarder le coût de la politique de l'intégrer au bâti, qui a commencé il y a 10 ans de ça. Et donc on voit que par exemple ici, donc les petites couleurs orange, c'est le surcoût qu'on doit ajouter à notre coût surimposé pour obtenir un système intégré au bâti sur un bâtiment neuf. Et ensuite en vert, c'est ce qu'on doit ajouter en plus quand la toiture est existante, donc principalement lié au renforcement de la charpente. Donc le message à retenir, c'est que finalement, dans le neuf, donc c'est-à-dire les couleurs orange et violette, le surcoût est limité, alors que dès qu'on passe à l'existant, on explose un peu le coût. Donc aujourd'hui, en 2014, on parvient quand même à avoir des surcoûts liés à l'intégré au bâti qui sont limités dans le neuf. Donc c'est un peu le message à retenir de cette diapo. Donc ça, c'est un zoom en fait sur cette première ligne. Donc il s'agit ici de systèmes intégrés au bâti pour des petites puissances inférieures à 3 kW. Donc cette diapo, elle est partagée en 4 avec à droite un système surimposé et son coût, donc 2,75, qui est le 2,60. Bon, là c'est un 2,76, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qu'on retrouve ici. Et puis tout à gauche, l'IAB, ce qu'on appelait matériaux, c'est-à-dire c'est une tuile photovoltaïque, donc c'est le plus intégré au bâti qu'on puisse faire. Et donc on voit qu'on atteint un coût d'investissement qui approche les 4 € du watt crête. Et puis entre les deux, on a appelé l'IAB structure, donc ça c'est des systèmes qui sont intégrés à la toiture, mais pas sous forme de tuiles, mais en fait c'est des grands modules standards pour lesquels on a des structures d'intégration
qui sont des grands moules en fait. On pose le module, on encastre le module dans ce moule et c'est en continuité avec les éléments de toiture environnants. Donc, pardon, le message, c'est que ici, sur l'IAB structure, on voit que, eh bien, on fait des économies d'installation d'éléments de structure. Et donc, on arrive à avoir une compétitivité de l'intégré au bâti quand on a ce genre de système-là dans le neuf. Donc on a identifié enfin ça n'était pas identifié, on avait déjà fait ça dans une précédente étude en 2012, plusieurs champs d'innovation avec le bloc amont, équipementier, cellules, modules, les structures applicatives dont on vient de parler, par exemple les structures d'intégration, mais aussi les systèmes d'intégration énergétique, par exemple du PV thermique, comme des systèmes de Dualsun ou Systovi. Et puis toute la partie intégration du photovoltaïque au réseau et système de stockage et gestion de l'énergie, sur lesquels les acteurs français sont très bien positionnés. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, ça c'est la partie plutôt technique justement, mais le message à retenir, c'est que d'ici 2025, on a évalué une baisse des coûts des composants du système photovoltaïque à moins 35%. Donc, c'est-à-dire qu'on est encore à l'orée d'une diminution des coûts du photovoltaïque importante. Donc ça, c'est à retenir. Les LCOE, donc une fois qu'on a le coût d'investissement, on passe au coût de production d'électricité photovoltaïque. On voit qu'il y a une différence, bien sûr, entre nord et sud, puisque c'est lié à la différence d'ensoleillement, et qu'on a une différence de 57% entre le nord et le sud. Ça, c'est pour les centrales au sol. Donc ici, 78 € du mégawattheure. Bon, on pourra en discuter après. Une fois qu'on a le LCOE, on le croise avec les courbes qui vont bien. Donc par exemple, ici, la courbe verte qui décroît correspond à la diminution du LCOE pour les centrales au sol. Bon, on le fait croiser ici avec les prix de gros de l'électricité. Et on voit qu'on a ce qu'on appelle une parité réseau, donc croisement des courbes. Ici à 2023, donc plus 2 ans, disons à peu près 2025, pour vraiment déclencher les investissements, en région PACA. Donc dans l'étude, on a étudié les nouveaux schémas de valorisation qui vont apparaître suite au changement des schémas de valorisation. Donc aujourd'hui, on est sur du tarif d'achat en injection totale de la production. Donc ce sont des choses qui vont changer parce que justement, on constate une diminution des coûts de fabrication du PV. Et donc on va avoir des nouveaux schémas de valorisation qui vont apparaître et qui sont en train d'être mis en place. Un marché plus prime, on a déjà c'est inscrit dans la loi sur la transition énergétique. Et puis voilà, l'autoconsommation qui est en cours de définition. Donc plusieurs modèles d'affaires qui vont apparaître avec des nouveaux acteurs. Ce qu'il faut retenir de cette diapo aussi, c'est que finalement, ces nouveaux acteurs, ces nouveaux schémas de valorisation ne vont pas créer de la valeur, mais vont en transférer. Donc on va avoir du déplacement d'emploi d'un poste à l'autre, mais on ne va pas vraiment avoir finalement de création de valeur. Donc un message important, c'est que la réglementation thermique à venir, donc pour l'instant on est sous la réglementation thermique 2012 et le ministère travaille sur la réglementation thermique 2020. Cette réglementation thermique, après avoir beaucoup discuté autour de cette réglementation, va permettre un déploiement du photovoltaïque, devrait permettre un déploiement naturel, réglementaire, de 800 MW par an à partir de 2021. Donc ça représente une opportunité pour le photovoltaïque et il faut préparer des produits PV qui soient suffisamment performants et compétitifs pour cet horizon-là. Donc je vais passer assez rapidement. Donc on a eu plusieurs années de politique de soutien à l'intégré au bâti, avec des tarifs très élevés ici entre 2006 et 2010, et puis une révision continue
les tarifs ici, qui sont maintenant revus tous les trimestres. Et un bilan contrasté. Donc au final, on a réussi quand même à créer des acteurs qui n'existaient pas avant, qui sont des acteurs qui fabriquent des systèmes d'intégration. Donc ce sont les moules, les cadres dont je vous parlais tout à l'heure, qui accueillent les modules standards. Mais finalement, on n'a pas réussi à créer le tissu industriel qui était souhaité initialement, donc voir le mariage entre l'industrie du bâtiment français et des photovoltaïciens avec des produits vraiment intégrés au bâti. Ça, c'est une diapo importante, donc des acteurs français en difficulté sur une majorité des segments de la chaîne de valeur. Donc c'est un fait. La concurrence est rude internationalement et ce sont les fabricants de modules qui ont le plus souffert, avec 10 acteurs sur 14 qui avaient un résultat brut négatif en 2014, donc qui survivent. Et puis des fabricants de structures qui, eux, s'en sortent un peu mieux, justement, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors les emplois. Les emplois directs, on est passé de 30 000 en 2010 à un peu moins, à 8 000 en 2014. Ici, ce sont les emplois directs, indirects et induits, qui s'élèvent à 16 000 à peu près. Et en 2014, on voit que c'est principalement les centrales au sol qui captent ces emplois-là. Par rapport donc, au positionnement des acteurs français, donc on a un positionnement fort, enfin intéressant en tout cas, sur la partie équipementier et cellules au rentement. Donc par exemple avec des acteurs du type ECM, Photowatt et l'INES qui est pas mal là-dessus. On a aussi des travaux intéressants CIGS avec des industriels, avec l'IPVF. Et puis tout ce cluster d'acteurs français sur la partie Smart Grid. Et aussi toute la partie à l'international sur l'installation de centrales photovoltaïques au sol. Donc pour conclure rapidement, une fois qu'on a notre scénario tout à l'heure qu'on a vu en gris là, avec le BPOS, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Soit on fait rien et les acteurs français, ici ne sont pas des acteurs français qui vont se positionner là-dessus, soit on fait quelque chose, et c'est ce que bien sûr la DGSE souhaite faire. Et donc là, on était arrivé à un volume à peu près d'1 gigawatt par an à déployer pour arriver en 2021 avec des acteurs français qui puissent se positionner sur notamment le BPOS, mais pour également préserver les emplois et le savoir-faire français et améliorer la compétitivité de la filière française à l'international. Donc là-dessus, je passe. Il y a eu toute une réflexion sur quel système de soutien mettre en place pendant ces 4 années, 2016-2020, avec des objectifs qui préoccupent les ministères, c'est-à-dire les emplois, mais en même temps pas trop dépensés par watt crête installé. Voilà. Équilibrer le dispositif côté demande et côté offre. Donc côté demande, c'est typiquement les mécanismes de financement, le cadre technico-réglementaire, et puis pour l'offre, qu'est-ce qu'on fait pour aider à l'industrialisation des produits PV français. On est arrivé à ça. Donc on a convenu en fait qu'il fallait conserver les segments qui existent actuellement, mais vraiment faire la différence entre les dispositifs énergie qui sont bas coût, qui sont là pour produire du kilowattheure et qui vont contribuer grandement au mix énergétique français, et puis la partie dispositif valeur ajoutée, où là ça doit servir à faire mûrir et donner de la place sur le marché à des produits innovants, donc du style photovoltaïque thermique, mais aussi d'autres systèmes de gestion du stockage ou de la production photovoltaïque. Donc on est passé par 5 scénarios que je ne vais pas détailler, mais la conclusion, et on a fait bien sûr pour chacun de ces scénarios l'impact sur les finances publiques pour l'État. Et la conclusion, ça a été qu'en fait, il faut bien sûr changer notre business as usual, c'est ce qu'on fait maintenant, et trouver un compromis où on a un dispositif de soutien qui est pas trop intensif, enfin pas trop cher en fait par watt, et en même temps qui permette de maintenir l'emploi. Donc c'était un compromis entre
un système de soutien qui encourage l'innovation et le déploiement d'innovation sur les bâtiments et sur les centrales au sol, et un dispositif qui encourage, à l'inverse, beaucoup l'autoconsommation. Voilà. Donc on s'est trouvé un petit peu à cet endroit-là. Voilà, donc merci pour votre attention, c'est très riche. Je vous renvoie vers le rapport qui sera publié d'ici 2 semaines et qui explore bien d'autres aspects, notamment sur les benchmarks internationaux, par exemple. Voilà. Oui, quelle est la place de l'autoconsommation, justement, il y avait un mot là-dessus, à la fin. Quelle est la place de l'autoconsommation dans le scénario que vous avez présenté? Oui. Donc, on avait... alors, sur l'autoconsommation, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais en tout cas, notre position à nous, c'était de dire qu'on encourage donc l'autoconsommation grande toiture, qui serait donc sur des toitures industrielles qui hébergeraient des activités qui permettent l'autoconsommation. Donc là où l'autoconsommation est maximisée. Donc il y a certaines activités où on peut avoir de l'autoconsommation à 70%, sans stockage. Hein. Donc nous, notre message, c'était de dire favorisons l'autoconsommation sur les grandes toitures dans le scénario final là, qui avait été sélectionné. On était, de mémoire, il me semble, à 600 mégawatts en objectif pour une première année. Enfin, voilà. J'ai plus exactement les chiffres en tête de lire, mais je pourrais vous les redonner. Mais c'était à priorité à l'autoconsommation, grande toiture, autoconsommation maximisée. Oui, en fait, j'ai cru comprendre qu'hier, on avait signé des tas de contrats, des trucs magnifiques, des nouvelles alliances photovoltaïques avec tous les petits copains du monde entier, et que le marché va exploser, partout sauf en France. Il faudrait peut-être mettre à jour votre rapport en fonction de tout ce qu'on a promis hier soir. C'était une première remarque. La seconde, vous avez indiqué 800 mégawatts de capacité de modules en France. Le problème, c'est que les mégawatts, on s'en fout un petit peu des modules. L'important, ce sont les cellules et les wafers. Or, je pense que la capacité cellule wafer en France, elle doit être autour de 40-60 mégawatts à tout casser. Non. Donc, début 2014, on était à plutôt 800 mégawatts de capacité de production. Ça a dû diminuer depuis parce qu'on a quelques acteurs qui ont disparu malheureusement, mais on doit être peut-être à 600, je ne sais pas. J'ai pas les derniers chiffres. Après, ce qui se concerne, la France a revu ses objectifs à la hausse. Donc on avait un objectif de 5,4 gigawatts à 2020, ça a été revu à la hausse à 8,8, 8 gigawatts en tout cas, parce qu'on avait déjà atteint ces 5,4 gigawatts. Ensuite, le rapport n'est pas à revoir. Hein, les objectifs restent à peu près pareils pour la France. Après, ce qui se passe, les déclarations à l'international, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le marché est principalement maintenant hors Europe. Après, en France, on est un peu plus limité, mais bon, il y a aussi des dépenses auxquelles il faut faire attention. Et l'autoconsommation permettra tout de même un déploiement du PV à moindre coût. Sachant que l'autoconsommation, quand même, sans soutien, elle est économiquement viable après 2020. Hein. Donc, c'est pas encore pour aujourd'hui. On a besoin de soutien aujourd'hui pour l'autoconsommation, si on veut que ça se passe. Merci beaucoup. Juste un mot pour la remercier. Oui, moi je tenais à remercier Patricia Sidat pour sa présentation et puis Yvonique Durand aussi de l'ADEME qui
pour la primeur de la diffusion de leur étude, hein, puisque, comme Patricia l'a dit, ça ne sera diffusé que dans 2 semaines. Hein, voilà. Et on pourra trouver le lien enfin, sur le site de l'ADEME, je pense, pour l'étude complète. Bon, très bien. Je crois qu'on peut les remercier en les applaudissant encore. Donc maintenant, on va parler de panneaux à la fois photovoltaïques et thermiques. Donc c'est la société Dualsun. C'est Monsieur Brottier. Laetitia Brottier. Pardon, excusez-moi. Vous pouvez dire quand même, il n'y a aucun problème. Ce sera avec plaisir. Vous avez une clé ? Donc, bonjour à tous, je suis Laetitia Brottier, directrice innovation de la société Dualsun. Donc, un instant. Donc, Dualsun a la vision suivante, c'est qu'aujourd'hui, les bâtiments sont un fort enjeu pour le climat, puisque ça représente plus de 40% de la consommation énergétique. Et on va enregistrer le logiciel. Et du coup, on se positionne vraiment sur ce marché du bâtiment, à la fois parce que c'est une contrainte pour le climat, mais aussi parce que les particuliers, aujourd'hui, ont eu un véritable changement de mentalité. Ils sont de plus en plus prêts à auto-consommer leur énergie et ils ont ce désir, finalement, d'avoir leurs équipements qui fonctionnent avec l'électricité et la chaleur qu'ils vont produire eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment ce changement de paradigme, ce désir du particulier qu'on met en œuvre avec notre innovation. Je ne sais pas comment je tourne. Donc, je vous propose de voir avec moi Dualsun. En fait, on est sur une innovation aussi au niveau du panneau lui-même, puisqu'on produit à la fois de l'électricité photovoltaïque avec des cellules monocristallines, mais également de la chaleur en venant récupérer sur la face arrière des cellules, finalement, de la chaleur. Donc, c'est un système finalement 2 en 1 qui permet de produire de l'électricité et de la chaleur pour les bâtiments. Au niveau de la raison pour laquelle on a été sur cette innovation, c'est d'abord technique, bien sûr, puisque on avait vraiment en tête que les panneaux photovoltaïques convertissaient 15% de l'énergie solaire en électricité et que le reste, c'était essentiellement de la chaleur qui servait à, on va dire, réchauffer les petits oiseaux, mais ça avait quand même plus d'utilité, c'était pour réchauffer les douches. Donc c'était finalement ça qui nous a animés. Le deuxième constat, c'était que finalement, la production électrique dépend de la température du module. Donc, plus on refroidit le module en extrayant la chaleur, plus on va produire d'électricité. Donc, on a vraiment ce double gain. On récupère la partie chaleur du panneau et en plus, on refroidit les cellules. Donc, on va produire plus d'électricité. Voilà, donc c'est pour vous donner sur des référentiels normatifs la production du Dualsun quand on est... Ah, voilà. La production du Dualsun sur la partie électrique, le gain qu'on va avoir du fait du refroidissement. Et donc là, au niveau normatif, c'est ce qui est mesuré en puissance thermique du panneau. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. En photovoltaïque, on a 15% de rendement. En thermique, on est plutôt autour de 58%. Donc cette technologie commence à rentrer aussi dans les normes, puisqu'au niveau international, il y a les normes... les IEC qui ont évolué pour prendre en compte cette technologie, donc ce qui nous a permis d'avoir un cadre normatif pour certifier nos panneaux.
Donc on a un IEC à la fois Solar K-Mark pour la partie thermique et photovoltaïque, un IEC 12975. Sur la partie de la fabrication, donc on est sur une fabrication française avec une partie solaire thermique qui est fabriquée du côté de Lyon, une fabrication photovoltaïque du côté de Lille. Donc vous voyez, c'est français. Cette innovation a été brevetée par 2 brevets internationaux et un 3e brevet qui n'est pas encore internationalisé mais qui va l'être. Et on apporte sur ces panneaux des garanties, on va dire semblables à celles de l'industrie photovoltaïque qui tire finalement les garanties par rapport à celles du solaire thermique puisqu'on est sur des garanties assurées de productibles pendant 20 ans. Au niveau de la fabrication, on a un process donc, justement qui fait l'objet de notre brevet où on a notre partie thermique qui arrive directement dans les chaînes photovoltaïques, un peu comme un backsheet finalement, et qui est directement laminé en même temps que l'étape de lamination des cellules classique avec de l'EVA. Sauf qu'en plus d'avoir de l'EVA qui encapsule le backsheet, il encapsule aussi la partie thermique. Donc on a vraiment une seule étape de process. Ce qui nous a permis vraiment d'avoir un positionnement à la fois un très bon échange thermique puisqu'on récupère du coup très bien les calories qui sont au niveau du photovoltaïque et en plus finalement une compétitivité qui nous permet de ne pas avoir de surcoût avec un double assemblage. La société a été créée en 2010 par Jérôme, mon associé et moi-même. On est basé à Marseille. Ce développement technologique en fait a reçu de nombreux soutiens, notamment Patricia Sidat en parlait, de l'ADEME. Et donc ce qui nous a permis de nous lancer, de lancer finalement de 2010 la première idée à vraiment du maquettage d'abord par simulation, puis des prototypes, une ligne proto et maintenant de la série depuis les certifications qu'on a eues en 2013, donc décembre 2013, donc ça fait déjà 2 ans. Au niveau de nos installations, on a à cœur finalement de suivre les productibles sur site. Donc la plupart de nos installations sont monitorées, donc le client a son propre identifiant sur notre site pour aller vérifier toujours sa production instantanée, à la fois photovoltaïque et thermique. Donc on lui fait finalement une petite étude au préalable de ce qu'on pense qu'il produira et on compare avec ce qu'il produit. Donc ça lui permet de vérifier que son installation est toujours opérationnelle et à la hauteur de nos promesses. Au niveau de ces monitorings, on en a regardé plus particulièrement 2 à Lyon avec un bureau d'études, Transénergie, qui nous a permis finalement de certifier le productible par un tiers indépendant. On a du coup, on a choisi 2 installations parce qu'elles étaient très standards. Enfin, si vous voulez, on a des espèces de stéréotypes en solaire thermique. On dit que les maisons, elles ont 4 personnes, qui a des ballons de 300 litres, des choses un peu habituelles, clichés pour faire pour donner nos productibles. Donc, il se trouvait que ces maisons-là répondaient parfaitement à ces clichés. Donc, on a pu du coup en déduire. C'est pour ça qu'elles ont été choisies. Au niveau du productible qu'on a pu avoir sur ces installations, on a atteint des très bons taux de couverture. Donc tout simplement, c'est la part des besoins thermiques d'eau sanitaire qui ont été couvertes par la partie thermique du panneau. Donc on a atteint des très bons taux de couverture pendant 6 mois. Là, le petit raté en juillet, c'est juste que si vous vous rappelez de juillet 2014, il avait fait très moche cette année-là. Mais grosso modo, on a été du coup très satisfait par ces taux de couverture. Sur un taux de couverture annuel moyen, on est autour de 60% de taux de couverture à Lyon. Sur la partie photovoltaïque, du coup, on a pu vérifier qu'effectivement, nos panneaux produisaient plus. Alors en fait, si on va dans le détail, ils produisent un tout petit peu moins en matinée et en soirée, mais plus pendant la partie qui nous intéresse finalement, où il y a le plus de productibles, c'est-à-dire vers midi. Donc en moyenne sur l'année, on a pu avoir grâce au refroidissement, avoir un gain, mais vraiment global, de 5% de productibles électriques. Voilà, je voulais vous donner un peu quelques images d'installations de référence. Pour Dualsen, un très beau chantier, ça a été le siège social de Bouygues Construction, puisqu'ils nous ont fait confiance pour équiper leur siège social et leur restaurant d'entreprise échauffé à Dualsen. Sur la partie
partie bâtiment à énergie positive qui a un marché finalement qui est de plus en plus palpable, puisque en 2018, la plupart des bâtiments publics vont devoir être à énergie positive, et même dès maintenant. Eh bien, nous avons Stark qui a choisi pour son concept de bâtiment à énergie positive, qui est une maison de série, hein, les Dualson sur son pass, c'est le nom de son bâtiment. Et également, alors ça c'est un peu plus, on va dire, anecdotique comme marché, parce qu'il y a finalement peu de 5 minutes, je serais fini avant. Il y a finalement peu de sites isolés encore à équiper, mais donc en voilà un. Donc c'est toujours plus sympathique quand on est sur un refuge d'avoir des douches chaudes et sur de l'électricité le soir et en journée. Donc ils ont été équipés également de batteries, ce qui n'est pas la tendance. On est plutôt sur des équipements sans batterie aujourd'hui. Et donc c'était ma dernière slide pour vous dire qu'on a participé activement à la préparation de la COP21. Et donc ça avait été l'occasion pour nous de rencontrer le chef de l'État et de continuer à s'impliquer. On sera au Bourget, au Grand Palais, donc très impliqué en tant qu'industriel dans les jours qui viennent et dès aujourd'hui en fait. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour toutes vos questions. Pour les cellules photovoltaïques que vous utilisez, est-ce qu'elles ont quelque chose de spécial? C'est-à-dire, est-ce que les plaquettes sont plus minces? Est-ce que les cellules sont bifaciales, par exemple, pour que vous puissiez en tirer plus profit? Non, bifacial, ça n'aurait pas un grand intérêt sur ce design. Mais de fait, on a des cellules, on va dire standard, enfin monocristallines. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était MPO qui nous fournissait. Donc il faut qu'on change de fournisseur, mais pour l'instant, on a tout leur stock. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez commenter sur les principales difficultés techniques liées à l'association du thermique et du photovoltaïque en termes de rendement? J'en ai plein en tête qui me viennent, mais je dirais que la plus dure, ça a été, on a voulu absolument faire de la lamination directe. Et de fait, les dilatations différentielles sont un enjeu important, puisque dans la durée de vie du module, il ne faut pas qu'on ait des délaminations de l'EVA. Et donc, il a fallu beaucoup réfléchir sur les matériaux. Bon, c'est un exemple, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Pas d'autres questions? Bonjour, merci beaucoup. J'aimerais savoir pourquoi, déjà, est-ce qu'il y a d'autres acteurs sur le marché qui proposent des produits comme ça? Ici, non. Ou en général, pourquoi ça n'a pas encore été... Parce que je trouve que l'idée, elle est logique. Il y a beaucoup d'énergie qu'on perd en photovoltaïque, donc on la récupère. Pourquoi ça n'a pas été déjà développé depuis longtemps? En fait, on a beaucoup de start and go dans le solaire en général. Cette technologie avait déjà été inventée dans les années 70, donc on a apporté notre particularité et l'industrialisation de cette technologie, mais on n'a pas été les premiers à l'inventer. On a des concurrents au niveau international, hein, on n'est pas les seuls. Hein. Bon, on est les meilleurs, mais on n'est pas les seuls. Et en fait, il y a deux types de technologies photovoltaïques thermiques. Il y a des technologies à fluide, eau ou oblicolé comme la nôtre. Et il y a des technologies à air. Et d'autres Français, Sistovi, on parlait tout à l'heure, sont les meilleurs technologiquement sur la partie photovoltaïque à air. Donc c'est des marchés un peu différents, puisque le solaire thermique à eau, on est plutôt sur de l'eau sanitaire. Le photovoltaïque à air, ils sont plutôt sur du préchauffage en mi-saison. Donc c'est... voilà. Mais du coup, on est quand même... on doit être une vingtaine d'acteurs, je pense, dans le monde. Voilà. Et de fait, on sait, enfin, sur les innovations un peu comme ça, c'est toujours compliqué pour les acteurs, parce que vous voyez qu'on est quand même sur des marchés aidés. C'est toujours compliqué pour le gouvernement d'être au bon niveau, à la bonne vitesse par rapport aux industriels. Et du coup, on a souvent, c'est pour ça qu'on a un effet start and go quand on a eu la bulle photovoltaïque. À un moment, d'un seul coup, ils se sont paniqués en disant on a mis les tarifs trop hauts. Bah forcément, ils ont réfléchi 2 ans avant, le temps de les appliquer, c'était déjà trop élevé. Donc il y a toujours ces problèmes-là de ne pas arriver à être assez rapide par rapport au changement industriel. On est sur un secteur qui va très vite. Merci beaucoup. Ah, une question? Oui, juste une question.
une question rapide. Là, le module que vous représentez, là, il n'y a pas du tout la partie parce que vous avez un fluide après derrière, c'est ça? Vous Oui. l'avez? D'accord. En fait, je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 mm de fluide. Ah d'accord, en fait, là, le panneau est complet, quoi. Le panneau, enfin, il n'a pas son cadre. Normalement, il fait 1 D'accord. mètre sur 1,50 m, 60 cellules, classiquement. Oui, il a un cadre comme vous avez aluminium, sur le... 40 mm. D'accord. Mais du coup, il est complet, on va dire, sur tout le concept, il est, quoi, en tout cas. C'est ça, le fluide va à l'intérieur de ce module que vous avez là. Oui, oui. D'accord. C'est là où vous avez beaucoup gagné par rapport au... Parce que bon, les panneaux hybrides, je veux dire, c'est très, très ancien, quoi. Bon, il y a des panneaux, mais très épais, quoi, très épais. Et en fait, on a eu la contrainte française de l'intégrabilité au bâtiment. Donc forcément, il fallait qu'on respecte les 40 mm de cadre. Et ça nous a poussé à innover. Et c'est vrai qu'on a pu poser un brevet sur le design de notre échangeur. Et la finesse de cet échangeur, effectivement, a été un vrai atout. Voilà, c'est ça qui est nouveau. Le concept de hybride, lui, n'est pas nouveau, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Donc on va passer à l'évaluation de la faisabilité de modules MWT en conditions de chaleur humide, le CDER Alger. Madame Bandou. Bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre travail de recherche intitulé Évaluation de la fiabilité des modules MWT Metal Wrap Truth aux conditions de chaleur humide. Juste pour votre information, que ce travail de recherche a été fait en collaboration avec ECN, CDR et CERTES. Tout d'abord, je vais commencer de faire une petite présentation sur le CDR, qui est un centre de développement des énergies renouvelables en Algérie. Donc, il dispose de différentes divisions. Parmi eux, il y a la division photovoltaïque où je travaille en tant que chercheur. Dans cette division, on travaille sur différents sujets de recherche, par exemple le suivi des performances des installations dans différents sites, dimensionnement des installations photovoltaïques, maintenance et fiabilité des systèmes photovoltaïques, comme vous voyez sur ces images. Actuellement, on est en collaboration avec ECN, qui est un centre de recherche aux énergies solaires aux Pays-Bas, qui travaille sur le développement des nouvelles technologies comme la technologie des modules MWT et l'intégration de ces modules dans les bâtiments. Donc son laboratoire est bien équipé avec différents équipements donc représentés sur ces images. Donc, voici le plan de ma présentation. Donc, je commence par une introduction. Ensuite, je vais vous présenter la nouvelle technologie des modules MWT. Ensuite, les sites de chaleur humide qui a été mené sur un ensemble des modules MWT. Les résultats expérimentaux obtenus. En fait, je termine par conclusion et perspective. Donc, ces derniers temps, on trouve de nombreuses recherches sur le développement des modules MWT pour améliorer le rendement et diminuer les coûts. En effet, l'étude de la fiabilité de ces modules nécessite la compréhension des systèmes et l'environnement d'exploitation. Donc, c'est pour cela qu'on a pensé à réaliser un essai de chaleur humide sur un ensemble du module MWT. Donc, vous voyez ici le temps de production des cellules MWT sur le marché photovoltaïque. Donc, on estime environ 25% en 2016, qui va atteindre 60% en 2020. Comme on trouve aussi, il y a différentes industries qui travaillent sur le développement de cette nouvelle technologie. On cite par exemple SunPower, Sunport, Eurotron, etc. Donc ici, comme vous savez tous, comme quoi dans les modules conventionnels, on trouve des contacts sur la face avant. C'est des contacts électriques qui contiennent des points de soudure, du ruban et des joints. Même sur la face arrière pour faire établir le contact entre les cellules. Malheureusement, ce genre de contact électrique
contient de nombreux inconvénients. Par exemple, on trouve premièrement l'ombrage. À peu près 7,5% sur la face totale des cellules, qui va évidemment diminuer le rendement. La corrosion au cours du temps, à cause des phénomènes environnementaux, plus le stress quand on fait la réalisation des contacts sur les cellules. Enfin, on ne peut pas réaliser ce genre de contact sur les cellules moins de 200 micromètres d'épaisseur. Donc ici, vous voyez comme l'enchaînement entre les différentes cellules. Donc vous voyez comme quoi il y a un écart entre chaque cellule environ 3 mm à cause de ces rubans. Maintenant, dans la nouvelle technologie MWT, on trouve ce genre de contact sur la face arrière. Donc comme représenté sur cette structure. Donc cette structure contient une grille fil sur la face avant qui va contacter avec la grille métallique à la face arrière à l'aide des trous. Donc ces trous, ils sont percés au niveau des cellules avec une technique laser. Donc ici, vous voyez comme quoi sur la face avant de la cellule, on n'a pas de contact électrique et on le trouve sur la face arrière. Donc cette nouvelle technologie des cellules MWT a pour les avantages suivants. Donc résiste à la corrosion et en fissure du fait que la cellule est déposée sur une feuille métallique en cuivre. Réduction de l'épaisseur entre les cellules, c'est-à-dire environ 1 mm, représente meilleure esthétique et possibilité de recyclage. Ainsi qu'on trouve le rendement de cette cellule ou de module, c'est à environ 17%, limite l'ombrage 2 à 3%, et enfin la production est plus rapide avant lamination. Donc ici, on vous présente le procédé de fabrication. Donc d'abord, on possède une feuille métallique en cuivre. On va déposer la grille métallique. Voilà, la grille métallique, je ne sais pas comment ça se rouge. On dépose la grille métallique ici. Ensuite, il y a des points de conductivité adhesive, vous les voyez ici. Ensuite, on dépose l'encapsulant et les cellules qui sont trouées selon les points adhésifs. Ensuite, sur la face avant des cellules, on dépose l'encapsulant et le verre. Donc, après lamination, vous voyez comment c'est établir le contact entre la face avant et la grille métallique à la face arrière de cette cellule MWT. Juste pour votre information, des fois, on ajoute une couche isolante électrique entre l'encapsulant et la grille métallique. Pour notre étude, nous avons choisi différents modules MWT qui constituent de différentes couches isolantes et couches adhésives et l'encapsulant, c'est qu'on va voir dans ce tableau. Donc ici, nous avons choisi de tester 14 modules. Comme je vais dire, comme quoi, différentes couches isolantes ELD, on les a nommées ELD1, ELD2 et ELD1, donc avec l'aluminium, et il y a des modules qui ne contiennent pas cette couche isolante. Ensuite, il y a deux types de conductivité adhésive. Voilà. Il y a deux types de conductivité adhésive, on les a nommés CA1 et CA2. Ensuite, il y a deux types d'encapsulants, l'EVA et le polyolefine. Donc ici, nous avons mené à réaliser l'essai de chaleur humide qui a pour but de déterminer l'aptitude des modules à supporter l'effet de l'intrusion de l'humidité en long terme dans une chambre climatique. Sachant que cet essai est parmi les essais de la norme CE 61215 qui est définie pour une température 85 degrés et une humidité 85% d'une durée. Dans la norme, on le trouve à 1000 ans, mais nous, on a extension l'essai jusqu'à 2000 ans. Ensuite, nous avons appliqué un procédé de test, c'est-à-dire de faire un contrôle visuel et de prendre les caractéristiques électriques au courant. Donc, courant, tension, puissance et facteurs de forme à différents intervalles de temps, à t égale 0, à 1000 heures, à 2000 heures, dans des conditions standards,
donc à 1000 watts par mètre carré et 25 degrés à l'aide d'un simulateur solaire, donc de classe A, selon la norme 61915 et des équipements d'acquisition. Donc ici, vous voyez sur le tableau donc, les premières mesures initiales à T égale 0. Donc ici, les résultats obtenus. Donc pour les modules ayant un encapsulant EVA avec deux différentes couches ELD1 et ELD2. Donc ici, on a pris 2 échantillons pour chaque type de module. Donc la courbe rouge ici représente la caractéristique de ces modules à T égale 0, à T égale, c'est-à-dire l'état stable. Donc ici, à T égale T à 1000 heures, quand on a relevé, donc quand on a interrompu l'essai, on a sorti les modules pour prélever les caractéristiques électriques. Donc on a constaté comme quoi il y a une diminution de la tension du circuit ouvert pour le module M1 et M2. Pour le module M3, on a constaté des défaillances, et pour le module M4 est à l'état stable. À 2000 heures, on a constaté qu'en quoi ces 4 modules sont défaillés complètement. Et ça est dû à la dénomination au niveau de la couche ELD et l'encapsulant. Donc, comme vous voyez sur cette image, donc ici vous voyez qu'en quoi il y a une séparation entre la couche, entre l'encapsulant et la couche ELD et la couche conductrice à la face arrière de module MWT. Donc ensuite, pour les modules ayant la couche ELD, donc ici avec l'aluminium, de différents types d'encapsulants, donc EVA et polyuréthane. Donc à T égale 0 et à T égale 1000 heures, on a constaté la stabilité totale pour ces modules. Malheureusement, à T égale 2000 heures, donc on a constaté une diminution de la tension de circuit ouvert pour le module M6 et pour le module M9 et M10. Donc vous voyez ici qu'on voit il y a une diminution pour la tension du circuit ouvert. Donc ça est dû à l'apparition du bulle à la face arrière de ces modules. On peut dire qu'en quoi l'effet de la couche d'aluminium à l'interface d'encapsulant est moins critique. Donc c'est à cause de cette couche qui a dû à la diminution de la tension du circuit ouvert. Donc ensuite, on a testé pour les modules ayant que l'encapsulant polyolefine et de différentes couches ELD1 et ELD2. Donc on a constaté ici à différents intervalles de temps, donc à 1000 heures et à 2000 heures, il y a une stabilité totale. Donc il n'y a pas de dégradation, les modules sont restés stables. Donc on peut dire qu'en quoi il n'y a pas, donc ici, qu'en quoi le polyolefine est le plus résistant à la filtration d'humidité dans ces modules. Donc les résultats ils sont obtenus aussi pour un autre encapsulant qui était un thermoplastique. Donc enfin, nous avons pensé à enlever carrément la couche ELD. Donc ici, pour les modules ayant l'encapsulant EVA et pour les modules ayant aussi le polyolefine, donc ici, à T égale 1000 heures et à T égale 2000 heures, donc on a constaté la stabilité totale de ces modules. Donc ensuite, nous avons calculé le temps de dégradation de la puissance de ces 14 modules, donc après le décès de chaleur humide, comme vous voyez ici. Donc si vous voyez comme quoi les modules qui combinent l'EVA, le CAA, la couche isolante ELD, donc présentent un facteur plus grand par rapport donc, aux modules qui combinent le polyolefine, le CA2 et sans couche ELD. Donc ça permet de sélectionner la configuration la plus résistante à la filtration d'humidité dans ces modules. Donc c'est de faire le CA2, le polyolefine sans la couche ELD. Donc on a constaté comme quoi le temps de la dégradation de la puissance est inférieur à 2%. Donc c'est au-dessus de seuil exigé par la norme 61215. En conclusion, on peut dire qu'en quoi l'essai de chaleur humide a été mené sur un ensemble du module MWT. Ensuite, l'importance du choix des matériaux, des métallisations dans la fiabilité des modules photovoltaïques. Et enfin, on peut dire que la fiabilité optimale est obtenue pour les modules MWT ayant un encapsulant à base de polyolefine sans la couche isolante. En perspective, donc pour la suite de notre travail de recherche, donc nous avons pensé particulièrement à les points suivants. Donc l'étude du vieillissement
des modules MWT avec des modèles de fiabilité pour estimer leur durabilité. Ensuite, réalisation d'autres tests comme par exemple l'exposition à l'ultraviolet, le cycle thermique, etc. Et enfin, comparaison des effets des tests accélérés et à ceux l'exposition extérieure. Et merci pour votre attention. Dans vos essais, les mesures ne sont faites qu'à 1000 heures, 2000 heures. Oui. Il n'y a pas de cyclage lumineux dans l'enceinte. Non, c'est pas C'est- dans l'enceinte. Non, c'est en dehors, mais Voilà. dans l'enceinte, les modules, ils font dodo tranquillement, Ils sont il y a semés pas- juste pour l'humidité et la température. Voilà. mais il n'y a pas de cyclage lumineux Non. pour Non. simuler Non, l'environnement nocturne et non, c'est diurne. pour ça qu'on a interrompu l'essai à 1000 heures pour les sortir, prendre les caractéristiques. Après, on les remet pour 2000 heures. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Donc, on va continuer dans la caractérisation. C'est des banques de caractérisation avancées de modules photovoltaïques de différentes technologies qui ont été installées à l'Observatoire atmosphérique du CIRTA. Non, parce qu'il enregistre là-bas, c'est celui-là. La présentation. Bonjour, merci pour l'opportunité de présenter donc, le sujet que nous occupe, que je veux vous présenter, que c'est cette plateforme photovoltaïque qu'on a au CIRTA. C'est un site instrumenté de recherche pour télédétection atmosphérique. D'abord, je vais attirer votre attention sur le caractère multidisciplinaire de ce projet-là et de ces installations, parce qu'on a des contributeurs et des acteurs dans des domaines de la météorologie dynamique, là où je viens, et aussi du GIPS, du PICM, de l'IMSI. Donc en total, c'est une collaboration entre 4 laboratoires, dont une représentation importante est dans la salle, ici présent. Donc d'abord, quelques mots sur le CIRTA, parce qu'on parle de ce site-là, et c'est là où on a les panneaux solaires. Donc c'est un site avec plein de mesures. Il y a 150 instruments de mesure sur le climat en général et sur le profil atmosphérique. Mais je voudrais juste vous informer des mesures qu'on a en termes de rayonnement solaire. On a une station de référence en mesure de rayonnement solaire, une station du réseau mondial BSRN qui mesure le global, le diffus, le direct et l'infrarouge aussi depuis 13 ans. On a les radiances spectrales depuis un an aussi sur le site. On a des propriétés optiques par des mesures de photomètres, donc on a l'épaisseur optique d'aérosol et aussi la quantité de vapeur d'eau. On mesure l'albédo en surface et on a aussi des instruments de mesure des radiances solaires moins chers et très intéressants pour la recherche en énergie solaire. On fait aussi une grosse activité autour du CIRTA et du LMD autour de la prévision de la ressource et de la production photovoltaïque. Pour ça, on a développé un logiciel qui s'appelle Periscope qui est déposé et qui mélange 3 sources de données: observation locale, données satellites et modèle météorologique. Et avec ces 3 sources, on arrive à prédire la production photovoltaïque à des horizons de T+10 jusqu'à T+24 heures. Et ce logiciel-là, il est exploité actuellement par la société EDF Storm Forecast. Donc je reviens sur notre matière. C'est une plateforme pas que pour la recherche, aussi on fait des enseignements, des TP avec cette plateforme-là. Et on en a 3 que vous pouvez voir
ici, je me souviens plus de comment... C'est où? Derrière. Ah, merci. Donc, je reviens sur... Voilà. Donc, on a cette plateforme-là, que c'est ce que je voudrais détailler plus, mais on a aussi une plateforme innovante avec des panneaux solaires photovoltaïques et de l'augmentation du productible avec des miroirs et un tracker solaire, un tracker photovoltaïque qu'on est en train de construire en ce moment, justement pour les enseignements. C'est une plateforme financée par l'IDEX. Donc, le contenu que je veux vous montrer, c'est donc déjà la plateforme en soi, les procédures de contrôle qualité qu'on fait avec nos mesures, quelques analyses, quelques résultats, une étude de cas et un modèle électrique qu'on a commencé à tester. Et ensuite des conclusions. Donc voilà la plateforme avec des panneaux donc cristallins classiques et aussi un HIT. Ensuite aussi des technologies d'accouchement de 3 types différents avec des rendements bien sûr plus bas. Et finalement un autre panneau souple triple jonction qui appartient aussi à cette installation. Ce qu'on mesure, c'est la courbe IDV tous les 30-40 secondes avec des charges variables et des multimètres digital. Et aussi, on mesure la ressource solaire avec 2 capteurs, celui-là d'un RG100 de Solems et aussi de pyranomètre Kipanzonen. Aussi, on mesure la température, l'humidité, la pression, le vent aussi à plusieurs hauteurs. Et finalement, donc, vous voyez aussi les panneaux. Donc, avec tout cet ensemble de mesures, que ça fait plus d'1 an qui est en cours, donc on a beaucoup de points qu'il faut contrôler par rapport à la qualité. Donc, ici, on montre l'efficacité, donc le rendement en fonction de la température, pour toutes les mesures de plusieurs mois, pour le panneau monocrystalin. Si on n'avait pas de contrôle qualité, on aurait le point rouge. Après, on applique des qualités de contrôle pour la stabilité de l'irradiance, parce qu'on sait bien que si on mesure la courbe IDV pendant des conditions qui varient, la courbe IDV est plus valable, plus représentative. Donc, on applique des filtres de stabilité. Ensuite, donc, si on fait ça, on tombe sur les points orange. Si on filtre en plus pour la forme des courbes IDV, on tombe sur les points rouges et jaunes, pardon. Et si en plus on limite l'angle d'incidence solaire à une soixantaine de degrés, on a finalement la courbe jolie avec des points verts, que c'est ce qu'on considère exploitable et qui nous donne vraiment l'information. Donc cette courbe-là que vous voyez pour les cristallins, on peut donc le montrer pour d'autres panneaux. Ça c'est juste donc les détails les trois contrôles de qualité avec des seuils qui sont réglables et que c'est tout dans une interface MATLAB GUI. Donc quelques exemples avec les mesures qu'on a. En haut à droite, il y a toujours le rendement en fonction de la température. Et en vert, vous avez les mesures du panneau cristallin. Et en bleu, c'est les mesures avec HIT, avec cette typique décroissance du rendement avec la température. En bas à gauche, vous avez la même chose pour une autre période où on a donc monitoré le panneau cristallin et un panneau couche-mince micromorphe. On voit aussi les pentes et bien sûr la différence entre la décroissance du rendement pour le couche mince et par rapport au panneau cristallin. Donc ça, dans l'intérieur de ces points-là, il y a bien sûr d'autres effets qu'on veut étudier. Donc par exemple, ici on montre le Pmax en fonction de l'irradiance sur le plan de panneau mesuré. Et l'échelle de couleur, c'est la température du panneau, qui donc, va de 10 degrés jusqu'à 70 degrés. Vous voyez le point STC, donc 1000 watts mètre carré, 250 watts, qu'en fait, si on projette la courbe linéairement de température 25, on arriverait à ça. Mais on sait bien qu'il y a une curvature due à l'effet de température, et pour une même irradiance, donc on peut avoir des puissances très différentes
par des températures très différentes. Et on peut avoir aussi la même puissance pour des radiances très différentes à cause des différences de température. Donc tout ça, c'est ce que donc on peut déjà retrouver et ce qu'on attend avec ce type de mesures. Donc c'est les résultats préliminaires, que tout fait partie d'aussi notre interface graphique qui a été développée, où on peut choisir le panneau, on peut choisir la période, on peut choisir les seuils d'irradiance, température, pour se placer dans des conditions spécifiques qu'on veut étudier, d'irradiance et de température, et on peut plotter tout ce qu'on souhaite. Donc là, c'est ce qu'on avait montré, l'irradiance en fonction de la Pmax. Donc, une étude de cas. Ici, vous avez des mesures de Pmax en bleu en haut et d'irradiance sur le plan de panneau en vert. Et en bas, c'est le rendement en bleu. Et en vert, c'est la température du panneau que ce jour-là arrive à une cinquantaine de degrés. Avec ces figures qui sont créées de manière automatique sur notre site de test, on trouve déjà des comportements assez intéressants. Si je me centre sur la courbe de rendement qui est assez variable pour ce jour-là, que c'est un jour ensoleillé, comme vous pouvez voir par la forme des courbes de puissance et d'irradiance. En premier temps, on a le soleil qui est derrière les panneaux qui sont inclinés à 27 degrés. Donc on n'a que le diffus qui arrive sur le panneau. On a un rendement donc, de 12%. Ensuite, il y a le rendement qui baisse tout d'un coup, et c'est parce que le soleil passe devant le panneau, mais avec un angle d'incidence très faible. Ce qui fait que la transmittance n'est pas très bonne, et donc on a un rendement très faible. Ensuite, donc, le soleil se lève plus, et avec une température qui est encore assez faible, de 21 degrés, on arrive à un rendement de 15%, que c'est proche du rendement nominal pour ce panneau-là. La journée continue, comme c'est une journée donc, de printemps et ciel clair, le panneau chauffe de pas mal, et on arrive à une cinquantaine de degrés vers midi, et le rendement baisse à 12,5% à cause de cette augmentation de température. On arrive en fin après-midi avec plus de rendement parce que la température a baissé déjà à cause du soleil qui est bien plus bas. Et le soir, on retrouve la même chose que le matin, donc avec le soleil qui est avec un angle rasant, donc le rendement baisse à cause de la transmittance, et on retrouve, dès que le soleil passe derrière le panneau, on retrouve le rendement qui augmente de nouveau. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut observer déjà de manière expérimentale, et on essaye aussi d'expliquer avec notre modèle électrique. On est parti pour l'instant avec un modèle très simple, avec un diode et deux résistances, des équations très classiques, connues. Donc, on lui donne à manger à ce modèle l'irradiance mesurée, la température du panneau aussi mesurée en face arrière, et on obtient des résultats comme celui-ci, avec un jour nuageux, un jour ciel clair. Vous avez en bleu, c'est la mesure de puissance, et en rouge, c'est la modélisation de ces puissances du Pmax. Et pareil, à droite pour le jour ciel clair. Et en vert, vous avez le rapport entre les deux. Donc en fait, on arrive à un accord d'environ 5% au milieu de la journée, ce qui est un accord qui est pas mal pour un modèle assez simple. Et vous avez aussi en bas le rendement, en bleu la mesure, en rouge le modèle. Et pour une journée sans soleil, donc très nuageux, on n'a pas le problème de transmittance qu'on avait discuté tout à l'heure, mais là on l'a pour le jour ciel clair. Et en fait, ici, le modèle, il n'arrive pas à suivre ça parce que dans cette option-là, on n'a pas introduit ce phénomène-là dans le modèle de la transmittance. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à reproduire ce phénomène. Donc pour ça aussi, on a développé une interface qui nous permet de nous placer avec le panneau qu'on veut. Le modèle, on a deux possibilités, avec ou sans transmittance. On prend la source solaire qu'on veut. On peut même y appliquer des coefficients de modification, d'étalonnage. Et on peut aussi jouer sur la résistance en série en parallèle et le facteur d'idéalité du diode. Et on trouve les courbes de modèle mesure et aussi les courbes IDV, que dans ce cas-là, on arrive à un Pmax qui est bien expliqué, mais avec des ISC et des VOC qui sont légèrement différents à ce qu'on a mesuré.
Donc finalement, j'arrive aux conclusions de cette vision générale de ce qu'on est en train de faire au CIRTA dans cette expérience. Donc on a ce banque de mesures qui nous permet même d'accueillir d'autres technologies. Pour l'instant, on a ces 6 technologies. On a commencé à appliquer des modèles simples. On a des interfaces qui nous servent à comprendre, à faire des analyses poussées et aussi l'utiliser pour l'enseignement, parce que ça, c'est assez pédagogique aussi de voir. On a un site qui affiche les données en temps réel et on est collaboratif, ouvert. Et si vous avez donc intérêt pour avoir des données ou collaborer, on est bien ouvert à le faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui, merci pour ton exposé. Il y a juste un point qui m'a un petit peu turlupiné, là, c'est quand tu montres des résultats en fonction de l'élévation de température. Et sur une des courbes, tu compares le cristallin avec les cellules HIT. Or, il y a beaucoup d'études qui ont montré que les cellules HIT se comportaient mieux en fonction de la température. Ça a l'air d'être le contraire sur ton slide. C'est sûrement peut-être un effet optique, parce qu'on a calculé, là je n'ai pas présenté le fitage, mais quand on trouve la pente, elle est moins faible pour le HIT que pour le cristallin. C'est vrai qu'ici, on ne voit pas tellement visuellement ça, mais en effet, l'effet thermique sur le rendement qu'on retrouve quand on fait un fit, c'est pas... Je me suis même demandé si tu n'avais pas confondu le vert et le bleu, là. Si tu n'avais pas interverti, en fait. Est-ce qu'on a fait ça? En plus, généralement, les hits ont des rendements meilleurs. C'est une bonne remarque. C'est possible qu'on ait fait ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on fait le fit. Peut-être que là, en effet, on a inversé les couleurs, mais c'est sûr que la pente est plus faible. Une autre question? Merci beaucoup. Bon, ben, écoutez, on a fini en avance. On sent que le cocktail se rapproche. Donc, on reprendra